l'italien improvisare, virgule, dérivé de improviso, ouvrez les guillemets, qui arrive de manière imprévue, fermez les guillemets, virgule, lui-même emprunté au latin, improvisus, point. Ce dernier est formé de et de, improvisus, virgule, participe passé de providere, ouvrez les guillemets, prévoir, fermez les guillemets, virgule, de et, providere, ouvrez la parenthèse, tiret, flèche, voir, fermez la parenthèse, point, losange, le verbe, virgule, reprenant le sens de l'italien, virgule, signifie dans son premier emploi ouvrez les guillemets, chanter ou composer sans préparation. fermez les guillemets, Virgule, le complément désignant une création musicale et virgule, par extension, virgule, langagière. Ouvrez la parenthèse. 1779. Fermez la parenthèse. Point, par extension, virgule, improviser, sans soi. Ouvrez la parenthèse. 1829. Fermez la parenthèse. Pour ouvrez les guillemets, organiser sur le champ, virgule, à la hâte. fermez les guillemets, Puis, virgule, dans la construction, improviser quelqu'un, ouvrez la parenthèse. Suivi d'un nom désignant d'une fonction, fermez la parenthèse. Virgule, au sens de ouvrez les guillemets, pouvoir inopinément, ouvrez la parenthèse. Quelqu'un, fermez la parenthèse. D'une fonction à laquelle il n'est pas préparé. fermez les guillemets, Ouvrez la parenthèse. 1823. Point, pronom. Point, fermez la parenthèse. Point. bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, bonsoir, bienvenue. Donc, je vous présente ce soir ce cours que vous êtes en train de vivre en fait, parce que c'est l'horaire de notre cours. Donc, on pratique grâce à vous. Et j'en profite pour partager ça avec les élèves de Delphine. On est ravis d'être là. Donc, j'ai une présentation assez dense maintenant qui va vous décrire, disons, 3 sujets. Le premier, c'est le cours. On va essayer de le prendre de manière très pragmatique. Maintenant, vous en avez vu un morceau. L'aspect art improvisé et l'aspect ingénierie. On va essayer de voir un peu comment tout ça se combine pour être dans le thème de la créativité de manière aussi concrète que possible. Donc là, j'ai mis le titre complet du cours. Il n'y avait pas la place pour le mettre dans les fiches de cours, donc on a un titre abrégé. Donc la création collective entre improvisation artistique, musique, danse, théâtre et conception technique, ingénierie. Donc ce cours introduit aux techniques d'improvisation développées dans les arts vivants
et les met en perspective avec les pratiques de conception de l'ingénierie. Les divers processus créatifs collectifs sont étudiés et mis en œuvre au travers d'un projet qui aboutit à une performance publique présentée à l'Arsenic le 23 mai vers 19h. Pour ceux qui veulent venir, on a déjà la date. Ce sera donc l'avant-dernier mercredi du semestre de printemps. Voilà, c'est un cours de 6 crédits qui est donc offert à tous les étudiants master et PFL avec une jauge à 24 pour des raisons pratiques pour le moment. Voilà, ça c'est les aspects tout à fait pratiques. Alors quelques mots maintenant sur mon profil, parce que c'est un exposé qui tourne beaucoup autour de ce que j'ai apporté. C'est un cours très spécifique, en quelques mots sur ma personne. Donc je suis professeur EPFL depuis 5 ans maintenant. Je dirige un laboratoire qui s'appelle Instant Lab, laboratoire de conception micromécanique et horlogère. Et en parallèle, je collabore dans une compagnie qui s'appelle Lame de Fond, qui a démarré à peu près à la même époque que ma nomination, avec des groupes de 15-20 personnes des deux côtés. Et dans le laboratoire, on fait de la micromécanique, dans le domaine de l'horlogerie et de la chirurgie. Et avec la compagnie, on fait des performances, un petit peu comme vous avez vu là, à plus grande échelle, disons, mais c'est le même genre de travail. Je dois travailler des deux côtés pour relever de l'argent. Alors, ce n'est pas les mêmes montants, à peu près un facteur 100 entre ce que j'arrive à créer comme sous d'un côté et de l'autre. On enseigne des deux côtés, donc j'ai un cours d'ingénierie, donc certains élèves ici ont suivi ce cours, et on donne aussi des cours de composition instantanée avec la compagnie. Et puis ce qu'on produit, c'est très différent. Dans un cas, des articles, des prototypes, des livres, des brevets, des doctorants, etc. Et de l'autre côté, des spectacles. Ça, c'est un peu le parcours, mon background. Donc ici, si on veut, le parcours académique, ici, j'ai aucune légitimité à part une pratique de plusieurs années, mais je n'ai pas de diplôme ou autre. Mais heureusement, j'ai avec moi une assistante, on verra après, qui, elle, a beaucoup de bagages et qui me complète sur ce plan-là. C'est juste des images pour voir un peu les visages des deux équipes. Donc en haut, la compagnie et en bas, le laboratoire. Les produits, donc je vais aussi avoir quelque chose de visuel. Donc ça, c'est le travail de la compagnie. Ici, des costumes, des performances improvisées en costume, et ici, des performances en danse et musique. Puis en bas, des systèmes horlogers et des systèmes médicaux. Comme ça, vous avez juste un petit peu vous savez un petit peu d'où je viens. Voilà, Joël, elle prendra aussi un peu la parole après, qui a, elle, un master en Contemporary Arts Practices et un CAS en dramaturgie, et qui est avec moi dans tout le cours, en fait. Donc elle contribue à peu près autant que moi à ce cours. Et ça, on se complète très bien pour enrichir les deux aspects du projet. Après, une des idées du cours, c'est qu'on immerge nos étudiants dans le monde du théâtre physiquement. Donc on est à l'Arsenic, tous les cours sont à l'Arsenic à part ce soir. Et puis il y a des artistes de l'Arsenic qui vont les coacher dans la création de leur spectacle au semestre prochain. Donc on a toute une liste de noms d'artistes de l'Arsenic et d'artistes que moi j'ai invités qui donnent des ateliers et coachent le travail. Voilà, je vais essayer d'expliquer un petit peu maintenant la vision du cours. Donc j'ai imaginé que la créativité serait une sphère, et puis sur cette sphère, il y aurait différents pôles, différents champs, et j'ai imaginé que si d'un côté on imaginait la créativité en ingénierie, d'un certain point de vue, la créativité dans les arts improvisés semble un petit peu aux antipodes à différents aspects. C'est à discuter, hein, c'est juste une manière de décrire les choses. Donc c'est comme si on allait, dans le cadre du cours, explorer un axe qui va de ce qui est le plus planifié possible. Quand on imagine une mission pour envoyer des gens sur Mars, ou construire un satellite, ou construire un accélérateur comme le CERN, c'est extrêmement planifié sur le très long terme et dans un immense niveau de détail. Et si on compare ça à une performance improvisée, on a l'impression qu'on est aux antipodes au niveau de la manière de construire le projet. Donc on va essayer d'explorer tout l'axe, essayer de comprendre est-ce que ça s'oppose, est-ce que ça se complète, est-ce que c'est la même chose, comment voyager là autour. Alors concrètement, j'ai choisi de mettre les matières suivantes. Donc l'action de planifier, on va la travailler avec ce que j'ai appelé un artefact. Donc les étudiants doivent réaliser un objet technique qui sera sur scène avec eux à la fin pendant le spectacle. Et cet objet, ils le créent avec l'esprit de l'ingénieur. Et puis en même temps, toute l'action qui aura lieu pendant le spectacle, elle devra être improvisée. Donc on aura la coexistence de ces deux modes de pensée et d'action sur scène, et ça permettra de discuter sur est-ce que ça fusionne, est-ce que ça s'oppose, est-ce que ça s'exclut, etc. On pourra ouvrir le débat grâce à l'observation du frottement entre ces deux réalisations
qui vont mettre sur pied. Donc, voilà, ça c'est en gros maintenant ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est ici le découpage. Donc pour la partie formation, actuellement, on a découpé ça en tranches, où on traite séparément théâtre, musique, danse et performance, chaque fois par des ateliers de 6 heures, complétés par des blocs théoriques en dramaturgie, sociologie, l'improvisation. Le cours de ce soir, c'est ça. Et puis encore la partie sciences dures. Voilà. Alors maintenant, on va traverser le titre mot à mot. Donc on va partir dans l'ordre, là, 1, 2, 3, 4, 5. Prendre chacun des mots et un petit peu traiter. Ça va être le plan en fait, de mon exposé. Donc on va commencer par la notion de création et j'essaye humblement d'en parler. Donc c'est un sujet un peu vertigineux. Je ne sais pas si j'ai... C'est vraiment difficile d'aborder ça, mais voilà, j'ai fait ma tentative et je la partage maintenant avec vous. Donc j'ai pris des définitions, on aime bien les définitions, vous avez vu au début, on a défini pour vous improvisation. Là j'ai pris la définition dans le dictionnaire historique d'Alain Ray, d'où était aussi tirée la définition d'improvisation. Donc on parle de création divine, et puis après action de créer, et plus bas on voit ici faire pousser, faire grandir, produire, faire naître. Voilà, donc on sent la question d'où est-ce que les choses sortent, et c'est un peu la question qu'on se pose dans le cadre du cours. Puis, quand on creuse un petit peu, il y a deux champs ou deux termes qui sortent. Il y a le terme découverte, puis le terme invention, qui est intéressant de distinguer. Donc là, j'ai pris une citation d'un autre dictionnaire. La découverte est proprement une conquête de l'esprit humain, et l'invention en est une production. On découvre ce qui est, et c'est l'observation qui joue le rôle principal dans la découverte. C'est surtout dans les sciences, là où il s'agit d'étudier ce qui est, que se font les découvertes, et c'est surtout en industrie, en mécanique et dans les arts, là où il s'agit de créer ou d'imaginer les engins, des instruments ou des procédés que les inventions ont lieu. Alors on va un petit peu regarder ça un peu plus en détail. Alors je suis remonté à Platon. Pour lui, il n'y a pas vraiment de créativité en fait, et il le démontre comme ça. Il prend un exemple, il demande à un esclave de dessiner un carré qui aurait une surface double d'un carré de départ qu'il lui donne. Donc il dit, voilà, tu as ce carré, dessine-moi le carré qui a le double surface. L'esclave qui n'a aucune culture mathématique ou du sujet, il fait des tentatives. Puis la première tentative, c'est qu'il va doubler la longueur du côté. Donc il va construire ce carré-là. Puis il va observer que malheureusement la surface elle a été multipliée par 4, pas par 2. Donc il a été trop fort, il a trop agrandi, c'était trop. Alors ici je vais faire moins, je vais faire 3 demi. Donc il coupe son carré en moitié, puis il rajoute une moitié, ça fait 3 demi, puis il compte les carrés. Maintenant on a 9 carrés alors qu'on en avait 4. Donc de nouveau, il n'a pas réussi. Donc là, c'est là que la créativité entre en jeu parce qu'il a un problème, il réalise qu'il n'a pas compris, donc c'est là que la machine peut se mettre en marche. Et puis Platon lui donne une piste, il trace avec il crée une diagonale. Puis là, il y a le eureka de l'esclave qui se dit « Ah, j'ai 2 moitiés là, donc pour arriver à faire le double, il m'en faudrait 4. Donc comment mettre 4 triangles comme ça ensemble pour former un carré ?» Et puis il réussit à faire ça. Il a trouvé la réponse. Et ce que dit Platon, c'est qu'il y a eu réminiscence. Pour lui, il n'y a pas eu de découverte, il n'y a pas eu d'invention, il y a eu un souvenir. Cette chose-là existait avant, et simplement l'esclave s'en est souvenu. Donc, c'est un point de vue, c'est qu'il n'y a pas de créativité, il y a juste on se souvient de choses qui sont en nous, ou bien qui sont préexistantes à l'homme, peut-être, comme une propriété géométrique. Après, on peut découvrir par observation, Galilée qui découvre les lunes de Jupiter avec sa lunette, donc en observant, on découvre avec un microscope, etc., on peut découvrir des choses. On peut découvrir par calcul, donc c'est très intéressant, là c'est Neptune qui a été découverte par calcul, on n'a pas observé, on a observé Uranus, et puis Uranus avait des fois des retards et des avances par rapport aux lois de Kepler normales. Et Urbain Le Verrier, on a déduit que probablement il y avait un objet qu'on ne voyait pas, qui est en train de parfois accélérer, parfois ralentir. Donc on avait ici Uranus qui, quand elle est là, elle ralentit Neptune, puis quand Uranus est devant Neptune, elle accélère Neptune. Donc il a réussi à en déduire qu'il y avait une planète, et à déduire où elle serait, et après elle a été observée. Donc là, en 1946, il l'a prédit au mois d'août, puis en septembre, on l'observe. Donc c'est incroyable, donc il découvre
Une planète, c'est un objet majeur. Il le découvre par calcul et après on l'observe. C'est intéressant de voir à quel point la puissance de l'esprit humain est impressionnante, comme on peut découvrir des choses avant de les voir. Après, il y a une autre tentative, là il découvre Vulcain, il fait une observation du même type, mais après on découvre que Vulcain en fait n'existe pas, et que c'est la relativité d'Einstein qui explique les retards et avances de Mercure. Donc Vulcain n'existe pas, c'était une fausse découverte par calcul, et Vulcain est devenu une autre chose que certains d'entre vous connaissent, mais pas la planète. On peut découvrir par accident, ça c'est l'histoire de Christophe Colomb, on connaît. Les gens parlent de sérendipité, donc c'est un mot un peu difficile là qui vient de l'anglais. On peut dire trouvaille simplement, c'est qu'une découverte aléatoire. C'est amusant, ça c'est les post-it. Apparemment, il y avait un ingénieur qui travaillait chez 3M, qui était pasteur ou qui chantait dans un chœur. Et puis il a utilisé une colle qui a été un échec, si on veut, chez 3M pour tenir ses signets dans son hymnaire. Et puis comme ça marchait bien, il en a parlé et c'est devenu post-it qui était un immense succès commercial. Donc, comme ça, les gens parlent beaucoup de ce genre de découvertes un peu hasardeuses. Et comme souvent, on ne comprend pas comment les gens découvrent les choses. On a inventé des termes, comme le terme heuristique, donc, qui serait l'art de trouver. Donc, c'est une méthode non rigoureuse de recherche de solutions. Donc, les approches probabilistes, le tâtonnement, les ordres de grandeur, les cas limites, etc. Donc, c'est intéressant parce que souvent, les voies de la découverte et celles de la démonstration sont loin de coïncider. Donc, quand on nous raconte une découverte, c'est très rarement le chemin qui a été suivi pour la trouver. Donc on raconte une histoire qui est souvent plus linéaire que le chemin réel qui a été emprunté pour y arriver. En mathématiques, il y a quelqu'un qui dit, un mathématicien, il dit ne jamais faire un calcul avant d'en connaître le résultat. Donc souvent on a l'intuition par un chemin indescriptible du résultat et on cherche un raisonnement logique rigoureux qui démontre le résultat. C'est très souvent comme ça que les avancées se font plus que par un avancement linéaire. C'est a posteriori qu'on rationalise les découvertes. Voilà, après, les mots toujours qui traînent autour de créativité, donc il y a le mot inventeur, invention, brevet, innovation. Alors j'ai juste mis ces mots comme ça sur le papier. Exemple, donc, inventeur, c'est en général le nom de celui qui invente, souvent il donne son nom à l'objet, comme ici les jumards, qui sont l'invention de M. Jussy et M. Marty, qui ensemble ont fait les jumards. Après, il y a souvent les brevets qui vont mettre ça pour l'éternité, on aura le nom sur le brevet. Et ce brevet, il encourage les gens justement à divulguer leur invention contre un retour sur investissement. Donc ça, en principe, c'est un facteur de développement, puisque ça encourage les gens à raconter ce qu'ils font. Et puis, on parle souvent d'innovation. Alors pour moi, l'innovation, c'est un mécanisme qui est plutôt dans le monde de l'industrie, qui combine invention et procédés de fabrication, marketing, publicité, vente. Et c'est donc une sorte de dérivé des effets d'invention, mais ce n'est pas directement lié à la création. Alors dans le monde de l'ingénierie, on parle beaucoup d'invention. Ici, j'ai mon directeur de thèse, Raymond Clavel, qui avait en 85, pendant qu'il était doctorant, inventé ce fameux robot Delta dont vous avez sûrement entendu parler, qui met des chocolats en boîte et qui fait des opérations maintenant très rapides en robotique. Et on ne peut pas expliquer comment il trouve ce genre d'objet. Donc c'est des structures assez simples une fois qu'on les a comprises, mais elles n'existaient pas avant 85, alors que la robotique, les questions existent depuis très longtemps, mais il faut un coup de génie pour arriver à faire émerger une cinématique comme ça, qui après a un immense impact et se diffuse dans tous les pays. Maintenant, les gens produisent ce genre de robots. Donc ça fait ma transition vers l'ingénierie. Alors moi, j'ai grandi dans cette maison-là. J'ai passé de 1 à 18 ans, donc de l'âge de 1 an à l'âge de 18 ans, j'étais ici, avec, par la fenêtre, cette vue-là. Donc ça, ce sont des choses qui ont été faites par des ingénieurs qui probablement n'improvisaient pas. Parce que quand on fait un tas de cailloux, en général, il est moins haut que ça à la fin, et puis il est moins régulier que ces 3 magnifiques pyramides. Donc j'avais ça d'un certain côté, puis en même temps, il y avait ça à l'autre côté de la porte. Donc ce genre de situations qui sont toujours les mêmes. Donc mes parents sont toujours là-bas, il n'y a toujours pas le téléphone, donc une fois sur 2 que j'appelle, ça ne marche pas. Parce que ça se passe comme ça, l'ingénierie. Et alors là, je pense qu'il y a pas mal d'improvisation. Donc j'ai un peu eu les deux extrêmes dans toute mon enfance. Peut-être que ça explique un peu pourquoi maintenant j'essaye de marier les 2 approches. Encore définition, donc l'ingénieur, un homme qui pense, qui trouve et qui construit.
Donc c'est lié au procédé, à l'artifice, à l'invention, à l'appareil, à l'instrument, aux machines de guerre, machines de siège. Donc il y a l'aspect, dans l'ingénieur, il y a l'aspect de l'invention, mais il y a aussi tout le lien industriel, la mise en œuvre, les ressources humaines, les moyens financiers, etc., qui sont impliqués. Donc ce n'est pas seulement quelqu'un qui imagine, mais c'est quelqu'un qui va mettre en application et qui va réaliser son objet. Alors je vais essayer un petit peu de décortiquer ça de manière un petit peu simpliste, mais qui quand même, à mon avis, donne pas mal d'informations. Donc ça, c'est ma description du processus de création en ingénierie, où je dis qu'on part d'un contexte qu'il faut connaître le mieux possible et de manière la plus large possible. De ce contexte, on va essayer de définir un besoin, un objectif, et à partir de là, on va commencer à imaginer des solutions et à exprimer nos idées. Et c'est cette phase-là, création, imagination, que moi j'appelle la création. Donc c'est la phase entre... Il y a eu l'appel, il y a eu le besoin, quelque chose est demandé, et on imagine et on exprime ce qu'on a imaginé. Et moi j'appelle ça la phase de création. Et une fois que ça a été exprimé, on va formaliser, clarifier la chose, l'évaluer, regarder en détail, simuler, etc., pour ensuite la réaliser. Alors pour moi, la conception, elle va du besoin jusqu'à l'évaluation. Et puis l'ingénierie, c'est censé englober tout le contexte jusqu'à l'application, tout en bas. Alors maintenant, on va regarder ça avec un exemple. Donc ça, c'est un projet récent du laboratoire où je travaille. Donc on a réalisé un nouvel oscillateur pour les horloges mécaniques. Alors c'est un exemple que j'aime bien parce qu'il est très caricatural, ça va très vite, et puis c'est simple à comprendre en fait. Donc on prend l'horlogerie mécanique, et puis on a essayé de remplacer le pendule par autre chose. Alors je vous montre rapidement, on fait ce chemin une fois ensemble, très rapidement. Donc le contexte, c'est l'horlogerie. Donc, histoire d'horlogerie depuis 1300, les horloges dans les clochers, dans les villages, jusqu'à nos jours. Après, il y a où est-ce qu'on est ? On est en Suisse, on est à Neuchâtel. Ma chaire est sponsorisée par l'horlogerie, donc il y a tout un contexte qui gravite autour de ce monde horloger. Ensuite, il y a un immense impact dans notre pays. Il y a 40 000 emplois qui sont dans l'horlogerie. Il y a 22 milliards de chiffre d'affaires annuel dans l'horlogerie, donc c'est un immense impact économique au niveau de la Suisse. Et puis, nous, on est sur ce laboratoire, donc c'est l'acteur. Donc la combinaison de tout ça fait qu'on a un contexte favorable pour proposer quelque chose. Alors, on s'est donné comme objectif de concevoir un oscillateur unidirectionnel qui fonctionne donc sans échappement. Parce que jusqu'à présent, tous les oscillateurs mécaniques sont des objets qui font comme un pendule, ils oscillent, ils font un aller-retour. Ça peut être un balancier, ça peut être un pendule, ça peut être un diapason, une fourche. Et c'est toujours un mouvement qui va dans un sens, qui s'arrête, qui fait demi-tour et qui revient. Et le fait que le mouvement s'arrête, ça complique énormément la mécanique. Et en particulier, il y a l'échappement, donc ça c'est l'histoire des échappements. Depuis 1200 jusqu'à nos jours, les gens inventent des échappements parce que c'est un organe très très difficile à concevoir et qui a toujours des performances mauvaises en fait. L'ordre de 30% de rendement et puis une pièce très compliquée à réaliser. Donc on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un oscillateur qui ne s'arrête pas et on pourrait carrément supprimer l'échappement. Donc voilà, c'est juste une image d'échappement pour ceux qui n'auraient jamais vu ça. Donc il y a le balancier ici, puis on va donner une petite impulsion sur la cheville ici pour le maintenir en oscillation. Et en fait, ça ressemble à ça. Donc c'est comme si on avait une fourche, et puis qu'au passage de la balançoire, à chaque passage, on détectait le passage et on donnait une petite impulsion pour maintenir la balançoire en mouvement. Donc c'est extrêmement archaïque, et c'est ce qu'il y a dans vos montres mécaniques jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le tic-tac qu'on entend, c'est ça. C'est un choc qui maintient la balançoire en mouvement. Et c'est le fait qu'on transmette l'énergie par choc qui fait qu'on a un mauvais rendement et qui fait que c'est difficile d'avoir une pièce performante. Donc on verra, il y a deux tacs en fait, si vous écoutez bien. Tac-tac. Il y a un déclenchement et une impulsion. Et ça perturbe l'oscillateur un peu, mais en même temps, ça lui donne de l'énergie, ça permet de maintenir l'amplitude. Voilà. Donc nous, notre idée, c'est de supprimer cette partie mécanique qui est malheureuse, si on veut, dans un système de transmission d'énergie. C'est comme si sur un vélo, on pédalait en tapant avec un marteau sur les pédales. Donc on aimerait avoir un mouvement continu, pas avoir un mouvement par choc. C'est pas une bonne idée que d'alimenter l'oscillateur par des chocs. Donc maintenant, on va vers on a le problème, et maintenant, il faut avoir l'idée. Alors l'idée, je vais appeler ça le concept, c'est l'idée qu'on a eue.
C'est un concept qui s'inspire des livres de Newton. Donc ça, c'est une image prise du livre Principia Mathematica de Newton, sur laquelle je me suis permis de dessiner. Donc c'est moi qui ai mis la planète là. Avant, il y avait juste un point. C'est moi qui ai mis le ressort et qui ai mis le soleil là. Mais c'est juste Newton qui, cherchant les lois de gravité, avait émis une hypothèse. Il s'était dit peut-être que les planètes sont attirées vers leur soleil par une force proportionnelle à la distance. C'est comme si plus la planète était loin, plus la force était grande. C'est juste une hypothèse qu'il a émise, qui est fausse. Mais il a quand même émis cette hypothèse. Et dans cette hypothèse-là, on aurait les planètes qui tourneraient autour du soleil avec une période, donc une année indépendante de l'orbite. Donc c'est un autre système solaire qu'il a imaginé, qui n'existe pas, mais qui aurait toutes les orbites isochrones. L'année serait la même sur toutes les planètes. Donc nous, on s'est dit, on va faire un objet mécanique qui exploite cette propriété physique décrite par Newton pour les astres. On va la mettre dans une montre. Donc du concept, donc là c'est abstrait, c'est une idée, si vous voulez, abstraite. On prend ça, encore une fois, c'est une image d'un système solaire, d'une étoile et d'une planète. Puis nous, on en a fait un objet mécanique. Premier croquis, une masse, des lames. Et cette masse, elle veut revenir vers le centre, comme s'il y avait un soleil ici, avec une force proportionnelle à la distance. Donc on reproduit un objet qui a les mêmes propriétés physiques de base que l'objet céleste décrit par Newton. Et puis, quelques semaines plus tard, on fait un prototype, un démonstrateur. Donc ça, c'est une masse avec des lames flexibles. Et ça, c'est vraiment le jour où ça a marché, en 2014. On a fait osciller cette planète autour de son soleil avec une petite manivelle qui donne de l'énergie au système. Donc là, si vous voulez, la création a eu lieu. Donc on a fait le besoin, concept, dessin, démonstrateur. C'est fini. Ça dure 3 mois. Voilà, donc on observe la trajectoire. Alors on a mis un post-it, c'était filmé avec un téléphone portable, et puis on voit la fameuse ellipse que vous avez vue avant décrite par Newton. On l'a observée. L'oscillateur est effectivement en train de suivre des orbites qui ressemblent à ce qu'avait dessiné Newton dans son fameux livre Principia Mathematica. Donc ça a l'air d'être correct, notre objet est fidèle aux équations de Newton. Voilà, maintenant on a fait la première tranche, hein. C'est créé, ça marche. Puis maintenant, l'ingénieur il doit continuer, donc c'est là que ça se corse. Donc on met ça sous la forme d'un modèle qu'on appelle un modèle analytique avec des équations mathématiques, puis on va dimensionner l'objet, on va analyser tout ça dans les détails, on va publier des articles scientifiques. Le travail, ça devient de plus en plus fastidieux. On essaie d'avancer et d'affiner la compréhension. Après, on fait des modèles numériques. Donc ça, c'est banal pour tous ceux qui sont ingénieurs, ça l'est peut-être moins pour d'autres ici à l'université. Donc là, l'objet, on le fait vivre dans l'ordinateur par des systèmes numériques qui permettent de valider ce qu'on a vu avant dans le système analytique. Donc là, on voit la masse qui veut revenir au centre, c'est la planète qui veut venir au centre vers le Soleil et qui va orbiter avec une période indépendante de l'amplitude des orbites. Après, on va valider expérimentalement, on fait un prototype, on applique des forces, on regarde si la force est vraiment indépendante de la direction, si elle est proportionnelle à la distance, on vérifie si tout ce qu'on a dit par rapport à Newton est valable ou pas. On va comparer les modèles analytiques, éléments finis, mesures, on les compare. Et après, on fait des beaux prototypes. Donc ça, c'est 2 horloges, on a 2 variantes de l'oscillateur. Et puis, après, on expose ça au grand jour. Donc on était à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Donc ça, c'est installé maintenant, en principe, définitivement à l'hôtel de ville. Et cette horloge, si vous allez vous marier à Neuchâtel, vous aurez peut-être l'horloge derrière vous. Donc ça, c'est toute l'équipe qui a travaillé. Donc ça, c'est l'aspect collectif. Donc c'est une grande équipe entre ceux qui nous aident à trouver les sous, les contrats, l'horloger qui assemble, les personnes qui font les PV, tout quoi, de tout de A à Z. Là, on est en 2016, donc ça va, c'est 2 ans plus tard que la pièce est installée. Après, il y a une deuxième version qui a été exposée au musée d'horlogerie, ça c'était cet été. La pendule neuchâteloise est un objet mythique dont l'histoire et l'évolution est retracée dans l'exposition actuelle du Musée international d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Mais un objet a fait son apparition non pas du passé, mais du futur. Voici le prototype de ce qui deviendra peut-être le prochain emblème cantonal. Dans le musée, on présente toute l'histoire de l'horlogerie, donc effectivement souvent du passé, mais on s'attache quand même à la rattacher toujours à l'actualité. Et là, l'occasion de présenter cette pièce finalement futuriste, qui est de la recherche en cours, rattacher ça à la science, c'était un élément très intéressant pour ponctuer ce regard chronologique sur la pendule neuchâteloise. Cette nouvelle horloge a été développée par une équipe de l'EPFL au laboratoire de conception micromécanique et horlogère de Microcity à Neuchâtel.
C'est une horloge où on a remplacé le traditionnel pendule par cette sphère qui oscille un peu comme un œil bougerait dans son orbite avec 2 degrés de liberté et qui a ce mouvement qui est ininterrompu. Et ce mouvement continu permet d'utiliser une petite manivelle que vous voyez ici dessous clignoter, qui a un mouvement qui ne s'arrête pas et qui permet à l'aiguille de seconde, que vous voyez aussi défiler ici, d'avancer de manière parfaitement continue. Le peu de contact entre la boule et la structure induit une grande précision. Le professeur Hénin expliquera le fonctionnement de cette horloge lors d'une conférence publique le 27 septembre à 19h15 au musée des Beaux-Arts. La pièce elle-même est visible à l'entrée de l'expo du MIH du mardi au dimanche de 10h à 17h jusqu'au 8 octobre. Et pour les puristes, oui, ce nouveau modèle se remonte comme un ancien. Donc là, c'est juste maintenant pour faire le pont avec la démarche scientifique. Donc, on respecte dans ce travail la démarche scientifique. Là, j'ai pris sur Wikipédia simplement théorie, prédiction, expérience, observation, puis on fait des boucles. Donc, on est dans ce cadre-là et c'est là qu'on travaille. Et on va se poser la question un petit peu maintenant, en quoi est-ce que ce qu'on peut apprendre dans l'improvisation peut nous aider. Alors, j'aime bien ce schéma, j'essaie de montrer que ça se complète, si on veut. On a ce qu'on vient de voir maintenant, analyse, modélisation, simulation, qui est très rigoureux, systématique, scientifique, qui complète le premier geste créatif qu'on a eu là quand on a proposé l'horloge avec son nouveau principe. Donc la création, la phase créative, elle ne peut pas émerger de ça. Elle doit émerger d'ailleurs. Donc dans le cadre de cours que je propose ici, j'essaye de développer, si on veut, cette partie-là pour qu'elle vienne compléter plus efficacement l'autre. Donc on va essayer de chercher cette complémentarité-là. Ce qui me permet de faire la transition vers maintenant les arts. Alors, de nouveau, c'est un peu ambitieux. J'ai défini la création, l'art, l'ingénierie. C'est un peu, on y va fort, mais on essaye. Donc là, j'ai repris un petit peu des choses que les élèves ont vues dans le cadre des blocs théoriques. Donc, c'est entre autres venu de Daniel Chaperon, qui est venu nous donner un cours sur la dramaturgie d'improvisation. Donc, l'art, ici tiré de Aristote, la poétique, qu'on oppose à la vie, dans le sens où l'art serait quelque chose de solide, où on a la maîtrise, comparé à la vie qui est fragile et qu'on ne maîtrise pas. Donc l'œuvre, ce qui s'oppose à l'action. Dans l'art, on peut planifier alors que la vie est imprévisible. L'art, il y a une forme de permanence, alors que dans la vie, il y a une forme d'irréversibilité. Dans la vie, il y a des actions réelles. Dans l'art, en tout cas théâtral, on va représenter une action. Et puis dans la vie, l'action, elle est complète, alors que dans l'art, en tout cas sur le théâtre, on va avoir un modèle réduit de l'action. Et sur cette base-là, ce que propose comme explication, comme description Daniel Chaperon, c'est de nous dire qu'en amenant l'improvisation, par exemple, on vient perturber la solidité de l'art en brisant, si on veut, la forme rigide qu'elle pouvait avoir dans le théâtre classique. Donc on va altérer la forme, rendre la forme instable et plus proche de la forme qu'on a dans la vie et amener un nouvel intérêt dans le théâtre. Il y a d'autres manières de, comme ça, déstabiliser la solidité du théâtre classique. Par exemple, en venant brouiller les pistes entre fiction et réalité, c'est ce qui se fait dans la performance. Par exemple, en venant briser la clarté entre la distinction spectateur-acteur. Donc si dans un spectacle, on ne sait plus très bien qui est le spectateur et qui est l'acteur et qu'on fait participer le public, on va aussi, comme ça, faire trembler l'édifice théâtral. Ou dans le happening, où de nouveau, il n'y a pas vraiment de forme, donc on va avoir une confusion entre réalité et fiction. Donc voilà, ce serait une manière d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'improvisation. C'est un des moyens qui existent de déstabiliser ou d'enrichir ou de rapprocher l'acte artistique théâtral de la vie. Donc si on fait ça, on peut dire que d'un côté, c'est toujours très simpliste ce que je montre là, mais ça permet quand même d'entamer les discussions et de mettre le vocabulaire. Donc si d'un côté on met la performance, puis de l'autre côté on met le théâtre, au moment où on fait ça, où on introduit cette instabilité ici ou ici, qu'est-ce qui se passe ? À la place du discours et du texte, qui étaient majeurs dans le théâtre comme pilier de départ, on a simplement des corps en action. À la place de mimer quelque chose, d'imiter quelque chose, on va être en train de le faire dans l'immédiat.
À la place de représenter, on présente. À la place de l'acteur, on aura un performeur. À la place d'un personnage, on a un persona. À la place de simulateur, on a un stimulateur. On s'intéresse moins au produit, mais plus au processus. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On parle plus de mise en scène, mais plutôt de production, etc. Donc la performance permet la réintroduction dans l'art d'éléments de la fragilité de la vie. Donc c'est un petit peu ma synthèse de ce qu'on a pu voir autour de ce sujet-là. Alors j'ai mis même une définition ici de l'art, avec une définition rapide de la performance, mais je vais passer. Alors juste pour éviter de tomber dans des pièges, où peut-être certains pourraient nous emmener, je reste assez clair sur la distinction entre art et science. Ici j'ai pris des informations d'un article de Jean-Marc Lévy-Leblond, qui dit que l'art, ce n'est pas la science, et les oppose en montrant que d'un côté on a de la connaissance, de l'autre on a des œuvres, que dans la science, la pratique elle est collective, elle est validée par la conformité normative, alors que dans l'art, elle est plutôt individuelle, elle est valorisée par la différence. On a une reconnaissance plutôt interne en science, donc c'est nos pairs qui nous valident nos articles scientifiques, alors que dans l'art, on va l'exposer comme on l'a fait avec l'horloge, on va l'exposer au grand public dans des expositions, et c'est une critique plus générale qui va venir. C'est une activité communautaire en sciences, elle est plutôt personnelle en art. Le statut du scientifique est généralement un salarié, alors que l'artiste est souvent un statut libéral. Les chiffres, comme on a vu dans ce qu'on peut relever avec la compagnie et le laboratoire, c'est typiquement un facteur 100 à 1000 de différence. En sciences, on cherche à être exhaustif, systématique, alors qu'en art, on est plus spécifique et on s'intéresse moins à être exhaustif. Et ici, j'ai une définition que vous voyez si vous sortez du métro à l'EPFL, sur les murs, il y a une citation: Science is what we understand well enough to explain to a computer. Art is everything else. C'est Donald Knuth là, qui a écrit La Tech, qui est l'auteur de cette citation, qui est aussi une manière très, très radicale de distinguer les deux. Et puis, il y a des mélanges qui se font. Alors, typiquement, Léonard de Vinci, c'est celui qui a le plus amené à ce mélange, où on a l'impression que les deux, qu'art et science, se brouillent par ce qu'il a fait comme carrière. Mais nous, on essaie de ne pas tomber là-dedans, donc on n'est pas en train d'admirer la beauté des équations, la beauté des résultats scientifiques, ou bien d'utiliser l'art pour montrer l'intérêt culturel des recherches, ou bien d'utiliser les résultats de beaux graphismes qui sont tirés de simulations ici mathématiques ou autres comme un objet artistique. Et de même, on n'est pas en train d'essayer de mettre la technologie dans l'art pour le rendre plus contemporain. Donc on essaie de pas, c'est pas ça le sujet. On pourrait en parler, il est intéressant, mais c'est pas ça le sujet de ce cours. Nous, on reste avec une distinction claire dans les deux approches. Voilà, quelques mots sur l'improvisation. Donc, c'est quoi improviser? Donc, vous avez eu droit à la définition en chœur juste avant. Donc, on pourrait distinguer un art exécuté d'un art improvisé. Donc, dans l'art exécuté, on exécute un plan, un texte, une partition. Puis, dans l'art improvisé, on est en fait en train d'observer des acteurs qui découvrent, qui inventent sur le champ. Donc, de nouveau, si je fais l'exercice de distinguer les deux, d'un côté, on a une action qui est prépondérante, alors que de l'autre, on a plus une pensée, une réflexion. Donc, intuition qui s'opposerait à réflexion, instinct à raison, spontanéité à écriture, rêve à mémorisation, inconscient, conscient, hasard, contrôle, chance, plan, accident, prévision, heuristique, systématique, indexicalité, indépendance du contexte, ça c'est intéressant. Donc, c'est un terme de la sociologie ou du langage. Donc ça, c'est ce qui est dépendant du contexte, l'indexicalité. Et on cherche, quand on planifie, justement à être indépendant du contexte. Donc ça, c'est intéressant. On va profiter d'éléments du contexte pour enrichir ce qui se passe, alors qu'ici, on va plutôt essayer de tout faire pour ne pas être influencé par le contexte. Et puis ici, on va essayer de profiter de tous les éléments présents pour développer le travail qui sont accidentellement présents, les affordances, alors qu'ici, on va plutôt essayer d'agir et pas trop s'occuper de ce qu'on ressent ou ce qu'on voit autour de nous. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on voit ça, c'est qu'il n'y en a pas un qui domine. C'est pas que l'improvisation, c'est
c'est pas ça moins, c'est pas une soustraction si on veut. Certains pensent que quand on improvise, on enlève le texte, du coup c'est improvisé. Mais en fait, quand on met le texte, on enlève aussi tout ce qui est là. Donc c'est pas une soustraction, c'est simplement deux variantes qui ont qui ont des forces et des faiblesses de chaque côté. Donc on n'a pas enlevé quelque chose pour passer d'une action planifiée à une action improvisée. Quand on fait ce passage-là, on enlève aussi des choses, puisque on ne peut plus utiliser des affordances, on ne pourra plus faire ça. Tout ce qui est là, on ne pourra pas l'utiliser là, et ce qui est là, on ne peut pas l'utiliser là. Donc c'est vraiment un équilibre qu'on a entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on fait là, j'ai pris quelques exemples là, dans la compagnie. À quoi ça ressemble, l'acte improvisé, comme moi je le pratique. Alors là, c'est quelques moments d'une pièce. Je vous laisse regarder. Voilà, bon, j'arrête. Vous pouvez essayer sur le site web de la compagnie si vous voulez regarder. Ça montre simplement à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à un spectacle de danse contemporaine. Si on ne dit rien, vous pouvez croire que simplement c'est un spectacle de danse contemporaine. Il s'en est un, tout simple. Sauf que nous, on ne sait rien avant que ça commence. Donc, alors finalement, c'est un détail finalement. Il n'y a pas besoin de le dire, mais c'est intéressant de le savoir si vous le savez. Puis c'est intéressant d'essayer de comprendre comment c'est possible et quelle est la différence quand on est en train de le faire. C'est pas la même chose. On n'est pas en train ici de se souvenir quel est le prochain mouvement à faire. On est en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe, quelle est la suite. Mais c'est pas, on n'est pas dans un acte de mémorisation et de retrouver sa mémoire, de se souvenir ce qu'on a prévu. On est tous en train de, ensemble, la musique. Donc là, il y a, je crois, 3 ou 4 musiciens sur scène. On est 4 danseurs. On est tous là en train de construire ce que vous voyez là, y compris les lumières. Donc celle qui est aux lumières, elle est la même chose. Elle s'est dit qu'est-ce qui se passe, on en est où, est-ce que c'est bientôt la fin. On est tous là dans ce processus. Puis pendant 45 ou 50 minutes, on crée une pièce comme ça. Donc il y a quelque chose à entraîner, quelque chose à apprendre, disons, comment faire ce genre de travail. Donc si on compare maintenant un spectacle comme celui-là, version improvisée ou version planifiée, dans la version improvisée, la composition et la réalisation sont simultanées, alors que dans la version planifiée, on aurait une composition qui aurait précédé la réalisation.
Donc on va explorer le champ des possibles pendant, alors que dans l'autre cas, on va l'explorer avant. On sera focalisé, nous, les acteurs sur scène, sur le processus, qu'est-ce qui est en train de se passer, et le public va aussi, s'il le sait, il va aussi être en train de se poser la question, mais comment ça fonctionne, comment la communication se fait, comment ils ont décidé tous ensemble de faire ça aussi, comme vous avez vu avant avec les étudiants. Et non pas sur le produit, c'est pas qu'on... Le produit, on ne le connaît pas encore, donc on ne peut pas être focalisé sur le produit, on est toute l'attention est sur le processus. On va préparer le cadre, donc quand il y a un spectacle comme ça, on prépare les lumières, on prépare les costumes, on place les instruments, donc on prépare beaucoup de choses, mais c'est plus le cadre et pas le contenu. Donc il n'y a pas de script, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas d'astuces pour se synchroniser, il n'y a rien. On a juste le cadre et après on dit on se débrouillera dans le cadre. On va essayer de développer la conscience collective en répétant et non pas mémoriser les actions. Et puis, encore une fois, on a l'essentiel de l'énergie psychique est sur percevoir ce qui se passe et pas sur s'intéresser à ce qu'on produit. Donc ça change beaucoup de l'état mental. On est en plus en train de se poser la question qu'est-ce qui se passe, puis là l'action se fait toute seule. Voilà, l'aspect collectif, j'ai pas grand-chose ici à raconter, j'ai juste pris une définition. Et dans le cadre du cours, les élèves doivent constituer un groupe. Donc c'est toujours une grande question avec qui on va travailler. Donc c'est une question très intéressante et pas facile à traiter. Après, dans le groupe, comment on va travailler? Est-ce qu'on va essayer de faire une hiérarchie ou est-ce qu'on va plutôt profiter d'être complètement à plat et d'avoir une sorte d'anarchie dans le travail? Comment on va partager les tâches pendant qu'on répète? Puis dans le spectacle, est-ce qu'il va y avoir des rôles qui vont émerger? Est-ce qu'on aura un premier rôle, un second rôle? Est-ce qu'on va être simplement au fond de la scène en train d'être le tableau sur lequel se passe l'action, etc. Et puis il y a aussi au niveau collectif, en fait, il y a le public qui fait partie finalement, comme on a vu, du spectacle, donc c'est un élément du collectif. Voilà, maintenant, dans le cadre de ce travail, la partie ingénierie, elle vient sous la forme d'un artefact que j'impose aux élèves. Donc c'est un objet fabriqué par leurs propres mains. Et cet artefact, il peut prendre toutes les formes qu'ont le hardware du théâtre. Ça peut être la scénographie avec des décors, une machine de théâtre, ça peut être une installation, ça peut être des costumes, ça peut être des instruments de musique, d'autres choses. Donc ici, on a des images, des choses de la compagnie. Là, un objet suspendu en bois qu'on a construit pendant le spectacle. Ici, des costumes qui ont été faits par une designeuse avant un spectacle, et après on les a mis, on a improvisé dans les costumes. Donc là, on voit des grands spectacles où on peut bien imaginer que l'ingénieur, il est présent quelque part. Il y a l'esprit de l'ingénieur qui est présent dans la réalisation de ce spectacle. On retrouve ces éléments-là. Donc c'est vraiment intéressant de voir que dans le théâtre, la machine, ce qu'on appelle la machine de théâtre, ou Deus ex machina, donc c'est dès qu'un artifice vient intervenir dans une scène de théâtre, c'est un acte d'ingénieur. Donc on voit ici un bateau avec une poulie, des cordes qui vont mettre le bateau en mouvement et qui va faire partie du théâtre. Et certains disent même que c'est le fait qu'on ait un poète et un machiniste qui travaillent ensemble qui fait qu'on a du théâtre. Donc c'est comme si l'élément, la machine, si on veut, donc dans le théâtre, l'élément machine, donc l'élément produit par l'ingénieur, joue un rôle en fait indispensable et complètement complémentaire à ce qu'apporte le poète. Et c'est la combinaison de l'acte poétique et de l'acte de l'ingénieur qui font émerger le théâtre. Ça c'est Louis Jouvet là, qui émet cette description que je trouve vraiment intéressante, ce qui donne tout son sens maintenant au travail des étudiants. Ça devient indispensable. On a besoin de l'ingénieur, on a besoin de l'artiste, et c'est les deux qui font exister le théâtre. Alors après, je mets quelques exemples ici d'installation. Donc là, on voit de nouveau quelque chose de quasiment architectural, pris comme une œuvre d'art, où on vient circuler, vivre, toucher à travers. Tout ce qui est costume, donc on peut aller très loin dans l'idée de costume, de la base jusqu'à un corps complètement envahi de technologie. Voilà, puis après, alors, juste pour gentiment terminer, il y a toutes des questions de pédagogie qui viennent là autour. Est-ce que
ça a un sens en fait de faire ça. Est-ce qu'on peut développer cette créativité chez les étudiants, chez les gens en général? Alors là, j'ai relevé des citations d'un TED Talk très connu. C'est celui qui a été le plus regardé apparemment. Donc c'est en tout cas un sujet qui intéresse beaucoup de monde. C'est des millions de clics. Et c'est un long, je crois 15 ou 18 minutes. Et le thème, c'est « Do schools kill creativity ?» Donc le thème un peu, c'est que la manière dont on éduque, dont on forme nos enfants est trop rigide et stigmatise les erreurs d'une manière qui fait que ça tuerait éventuellement leur créativité. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la situation pour développer la créativité chez les étudiants? Donc je laisse la question ouverte. En tout cas, on voit que les gens se la posent. Donc il y aurait j'ai pris 2 images ici, 2 pédagogies. Donc j'ai pris 2 tableaux de Bruegel. Ici, la pédagogie un peu à l'ancienne, où on essaie d'être directif, mais les enfants sont turbulents et il n'y a pas grand-chose qui semble rentrer. On a l'âne qui symbolise un peu la difficulté. Et puis l'autre tableau, les jeux d'enfants, où il n'y a plus d'adultes. On a juste un terrain, une zone sécure où les enfants peuvent jouer librement. Et c'est peut-être comme ça qu'ils apprennent le mieux. Donc voilà, ça donne un peu l'atmosphère du cours. Donc quelque part, c'est développer cette phase-là, disons, du travail de nos étudiants, des ingénieurs, qui est aussi nécessaire que le reste finalement. Et je pense que ça vaut la peine de donner une chance, si on veut, à cette étape, en donnant confiance, en donnant accès, si on veut, et en valorisant cette étape-là du travail qu'on laisse toujours un peu au petit bonheur. Ici, on ose la prendre avec les mains et puis se dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut apprendre à saisir ces petits moments de grâce où on trouve les solutions, on a les idées? Est-ce qu'on peut apprendre à les détecter, à les suivre et à peut-être améliorer nos capacités? Voilà, ça vous donne un peu comme ça un immense tableau. Donc maintenant, on va proposer aux étudiants de venir. Puis Joël va un petit peu animer une discussion avec eux, devant vous. Puis après, vous pouvez prendre la parole et ouvrir tout le débat. Ça va. Merci. Et comment c'était pour vous de faire ça dans cet espace? C'était difficile de découvrir l'espace. Enfin, on l'a vu un petit peu avant, mais je trouve que des fois, on ne savait pas trop comment gérer l'espace par rapport à ce qu'on avait. Justement, peut-être parce qu'on avait trop prévu, mais par exemple, dans le poisson, quand on était là entre les tables et tout, on n'a pas pu le faire longtemps parce que faire des allers-retours, ça n'a pas trop d'intérêt pour ce type d'exercice. Ça, c'est différent d'une scène. Ouais, c'est ça, il y avait 2 directions. En fait, habituellement, on est à l'Arsenic et du coup, on a une salle. On a une salle vraiment de spectacle, un studio, donc il n'y a pas de table, il n'y a pas de bureau, donc on est beaucoup plus libre pour nos mouvements. Est-ce que vous pouvez décrire un de ces ateliers, par exemple le dernier atelier que vous avez eu à l'Arsenic? Alors, le dernier atelier, c'était un atelier de musique. Et du coup, on avait tous ceux qui avaient un instrument et qui pouvaient l'apporter, l'avaient apporté. Mais on n'a pas fait de la musique comme on fait d'habitude, en suivant une partition, en suivant des tablatures, avec des codes comme ça. C'était un peu... on redécouvrait un peu les instruments. Il y en a qui jouaient avec le piano, mais au lieu d'appuyer sur les touches, elles tiraient sur les cordes directement en dessous. Et au lieu de jouer avec une guitare, de jouer de la guitare, on tapait dessus pour faire du tam-tam. C'est un peu, on redécouvrait les instruments et ce qu'on faisait dans un cadre différent. Expliquer un éventuel lien avec ce que vous faites autrement dans vos études. Ou une grande contradiction, je sais pas. Je trouve que pour le moment, on est plutôt dans la phase où on apprend justement on apprend ce côté créatif. On est plus dans la partie impro pour le moment que ingénierie qui, je pense, va venir un peu plus tard, soit le semestre prochain, parce que le cours dure 2 semestres. Et pour le moment, donc, on a tous ces ateliers beaucoup plus où on apprend vraiment à improviser en fait. Parce que
pas si évident que ça. Et pour moi en tout cas, je sais pas les autres, mais le dernier atelier était beaucoup plus improvisé, où justement on libère un peu ce côté qu'on nous apprend à l'EPFL à être très très minutieux, très planifié, très technique. C'est plus, on met un moment de côté cette façon de penser pour explorer d'autres manières de réfléchir. Est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose? Mais finalement, ce qui est assez marrant, c'est de laisser libre cours à ses pensées. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que les pensées, des fois, qui nous viennent en tête, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. En fait, c'est ce moment-là où on arrive à les explorer, on va dire, parce que si justement on est dans une improvisation, puis je sais pas, ça peut arriver à tout le monde, on a justement une image de poisson, on dit tiens, tu vas faire un poisson, puis l'idée c'est de suivre sa créativité et sans la réfréner. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué parce que quand on a l'habitude justement d'être jugé par tous ceux qui nous entourent, on dit ah non, mais je ne peux pas faire ça, je vais avoir l'air ridicule. Et c'est de pouvoir mettre ça de côté qui fait qu'on arrive après à vraiment être dans le présent et s'écouter. Et puis c'est assez intéressant de voir ce qu'on arrive à produire après ça. Il y a peut-être aussi une composante commune avec l'ingénierie au niveau du travail de groupe. C'est-à-dire qu'ici, on apprend vraiment à être à l'écoute les uns des autres. Et puis, dans l'ingénierie, c'est très courant dans un groupe de recherche où on doit travailler les uns avec les autres. Donc, je trouve que ça me donne aussi des compétences de ce côté-là à explorer qui peuvent nous être utiles ensuite aussi dans le cadre de l'ingénierie. Ouais, justement, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que là, on est tous égaux en fait face à toutes ces idées qui nous viennent. Et puis, comme il n'y a pas quelqu'un qui est censé mieux savoir que l'autre, on a confiance, quelqu'un lance quelque chose et on va suivre, ça va nous faire imaginer d'autres choses, partir dans d'autres directions. C'est vrai que c'est ultra intéressant par rapport au fait de travailler en groupe plus tard, parce qu'en tant qu'ingénieur, il y a des spécialistes d'une discipline ou d'une autre. Alors que là, c'est vraiment volontaire. Et moi, je voulais dire que c'est justement cette habilité à être à l'écoute, mais pas être seulement à l'écoute des personnes, mais être à l'écoute de tout l'environnement qui nous entoure. Et c'est une compétence qu'on est en train d'apprendre dans les ateliers finalement. Et c'est, je crois, c'est ce qu'on a mis en place dans le dernier atelier, c'était surtout ça, c'était être à l'écoute, non seulement de la musique, mais de tout, des mouvements, des gens, des idées. Et de voir si je suis, si je ne suis pas. Et c'est une compétence qui justement n'est pas... Moi je trouve que finalement ce n'est pas assez exploré dans notre vie quotidienne, bon, du côté scientifique et ingénieur, qui est justement être à l'écoute de l'environnement, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux explorer. Bon, c'est peut-être quelque chose qui vient après dans la recherche, mais c'est à mon avis... C'est une compétence qui est difficile, qui n'est pas assez développée pour le moment. À propos d'être à l'écoute, est-ce que vous avez des questions? Vous avez fait le test dans un atelier, donc 100 mètres carrés. Est-ce qu'on arrive à extrapoler ça à un hectare, par exemple, de gens qui vous disent des choses ou des échanges? Parce que là, on est en train de discuter petit. Est-ce qu'on peut écouter le monde? C'est une question, c'est possible, c'est faisable. Moi, je dirais oui. Ouais, mais il y en a beaucoup, hein. Oui, mais après, il faut, comme être humain, on a nos limitations aussi. Donc, moi, je dirais oui, avec les instruments corrects. Si tu arrives à visualiser une hectare, tu pourrais être à l'écoute, mais humainement, tu peux pas. Moi, je peux pas. Mais si j'aurais les instruments qui me permettraient de visualiser en même temps une hectare, je dirais oui. Avec la technologie peut-être justement apportée par l'ingénierie,
nous permettrait d'avoir une vision sur tout un état. On a aussi nos sensibilités. Peut-être que je ne vais pas répondre à toutes les situations dans tout le monde, mais peut-être qu'une situation particulière me toucherait dans le monde partout où qu'elle soit. C'est indépendant de la location. Et puis même rien que quand on est entre nous, 24, on n'est pas à l'écoute de tout le monde, on essaye, mais il y a des choses qui vont plus nous intéresser. Et du coup, c'est vrai qu'à une plus grande échelle, c'est sûrement possible, mais comme tu disais, on a beaucoup de sensibilité et puis des choses qui nous attirent plus ou moins. Après, si on va étendre le principe de création collective, se mettre dans un hectare, on peut mettre plus de gens à improviser, et dans ce cas-là, tout l'environnement peut être exploité peut-être aussi. Avec plus de gens qui seraient plus... quand on crée à plusieurs, certains vont réagir vont exploiter un imprévu dans l'environnement, certains vont exploiter quelque chose d'autre. Et tous ensemble, on fait une création qui est vachement riche de plein de petits événements partout parce que les gens réagissent. Donc si on est plus, peut-être qu'on peut exploiter cette part de groupe. C'est pas vraiment une question en fait, c'est aussi ça m'a fait penser à quelque chose. Un peu ces nuées d'oiseaux en fait, comment ça fonctionne? C'est chacun est à l'écoute de celui qui est à côté de lui, et puis eux ils sont eux-mêmes à l'écoute de tout le monde, de ceux à côté d'eux, et en fait ça fait que c'est un peu une échelle d'écoute au point où comment tous ces déplacements d'oiseaux, j'imagine que vous avez déjà vu ces grosses nuées d'oiseaux, même si chaque oiseau au final il est à l'écoute de quoi, maximum 5 oiseaux, ça fait qu'on peut faire par chaîne une connexion entre l'oiseau qui est tout devant et l'oiseau qui est tout derrière, du coup. Enfin, je ne sais pas très bien comment l'expliquer, mais chacun est à l'écoute de ceux qui est à côté de lui, et eux-mêmes sont à l'écoute de ceux qui sont à côté d'eux-mêmes, et c'est comme ça que... C'est comme ça, non? Ça fait un V ou un arbre, non? Non, ça fait une personne qui relie 5 personnes, qui relie 5 personnes, en fait ça fait... De proche en proche. Voilà, exact. C'est une attitude globale qui fait que le message peut être répandu. Ouais. C'est plutôt horizontal, et puis on peut faire des relations comme ça directes qui relient à d'autres personnes. C'est juste une idée qui m'a traversé l'esprit. Cet exercice, ça permet aussi de développer notre vitesse de réaction par rapport à ce que font les autres juste à côté. C'est-à-dire que là, on était quand même assez ultra réactif, c'est-à-dire que quelqu'un faisait un geste, on était tous ensemble en même temps. Je ne sais pas si vous avez vu qui était le leader ou pas, quand on faisait les mouvements. Enfin, on était vraiment très très à l'écoute des autres, et c'est ça qui est développé dans cet exercice. Enfin, c'est la vitesse de l'action. Bizarrement, ça s'apprend à improviser. Improviser aussi, ça vient toujours d'autres expériences. On est toujours nourri par ce qu'on a fait avant. Enfin, on n'improvise pas de rien. On crée quelque chose, mais par rapport à une expérience personnelle aussi. Donc c'est ça qui enrichit. C'est chaque intervenant, chaque séance, ce que font nos partenaires qui viennent enrichir l'improvisation au final. Ouais, ça m'a aussi pensé ce côté. On a aussi beaucoup fait d'exercices de confiance où au fond, si ce lien peut se faire entre aussi dans les bancs de poissons, enfin eux ils réfléchissent pas tellement à la confiance entre les individus, mais pour nous, c'est clairement quelque chose qu'on a beaucoup exercé dans des exercices de proximité, parce que c'est pas habituel pour nous de se retrouver dans une salle, de se mettre à danser avec des inconnus, et puis là c'est clair que ça a vraiment cette mise en confiance, ça permet de libérer la limitation, tous ces processus de communication de proche en proche. Il y a eu une opposition qui a été faite dans la conférence entre ce qui serait l'improvisation et le rêve, et puis d'un autre côté le théâtre, et puis qui serait la mémorisation. Et je me posais la question, est-ce que c'est votre ressenti? Parce que est-ce que quand vous faites de l'impro, justement, vous n'utilisez pas votre mémorisation? Et quand vous avez dit que c'était difficile pour vous parce que vous ne connaissiez pas la salle, est-ce que c'est parce que justement vous n'aviez pas mémorisé la salle? Et que si vous aviez fait une seconde improvisation, vous refaisiez une improvisation maintenant, en connaissant la salle, vous seriez beaucoup plus à l'aise?
Et donc, est-ce que le travail de mémorisation est pour vous le même dans le théâtre normal que dans le théâtre improvisé, où en fait, est-ce qu'on ne se remémorise pas des situations qu'on a déjà vécues, des salles où on a déjà été? Est-ce que le travail de mémorisation est le même finalement? Alors, il y a toujours un travail qui se fait effectivement d'adaptation de l'environnement dans lequel on se trouve. En fait, il se trouve qu'au théâtre, on est justement dans un décor qui est très précis, qui a été déterminé par un metteur en scène, dans une trame, enfin, presque un tempo en fait, qui a été déterminé à l'avance, un texte duquel on ne peut pas sortir, une scène qui est là avec, en tout cas pour toutes les pièces classiques, un quatrième mur. Aujourd'hui, il y a des pièces qui en fait mêlent l'improvisation et le théâtre classique. Mais effectivement, ici par exemple, ce que tu dis sur la mémorisation, c'est en fait des informations que le corps va accumuler, mais on ne refera jamais la même chose en fait. Tout simplement parce que l'improvisation se base sur chaque aléa que la vie, le corps humain peut produire. Donc même s'il y a 5 personnes de plus dans la salle, du coup peut-être qu'on va plus s'éparpiller pour dire bonjour et donc produire un autre effet. Et en fait, du coup, on ne suit pas une trame précise et calculée comme il peut y avoir au théâtre et dans lequel en fait on s'oblige à rentrer parce que c'est le but de déclamer son texte, tandis que ici, au contraire, on essaye de à tout moment créer ensemble et faire qu'on avance avec ce qui vient de se produire. Donc pas dans la mémoire de quelque chose, mais plutôt dans la perception de l'environnement direct. Sauf que ça va remettre à notre table, et surtout, il y a aussi un intérêt de renouvellement en fait, dans l'improvisation. Même si on retrouve une table, ça va être même plus intéressant pour nous, et aussi pour vous, de voir une nouvelle manipulation et une nouvelle chose qui va arriver. Et du coup, c'est aussi le processus de l'improvisation de pouvoir réussir à toujours aller vers de la nouveauté et de mettre de côté nos habitudes et tout ce dans quoi on se sent bien en fait. Donc en fait c'est aussi réussir à dire ah tiens ça je l'ai jamais fait, du coup je vais le tenter aujourd'hui. Et c'est aussi un processus qui justement essaye de mettre de côté les habitudes. Donc même s'il y a une table qui va se retrouver plusieurs fois, ça va être en fait plus intéressant pour nous d'essayer de faire autre chose. J'ajouterais aussi peut-être que toute la nuance se trouve dans la délimitation du cadre. On a vu dans la conférence juste avant que la différence c'était que dans un cas on construisait la création, on prévoyait la création dans le cas du théâtre, et dans l'autre cas on construisait le processus de création, on prévoyait le processus de création. Et donc la nuance c'est comment est-ce que tu définis ce cadre? Est-ce que le lieu de l'improvisation doit être connu, doit faire partie du cadre ou pas? Et nous on a l'habitude qu'il fasse partie de ce cadre puisqu'on fait toujours le même atelier. Les ateliers on connaissait dans quel endroit c'était. Du coup c'est aussi un peu ce degré où est-ce que tu places. Mais c'est pas vraiment une opposition, c'est plus un truc. C'est vraiment l'idée du processus, mais aussi de se détacher, nous, d'apprendre en quelque sorte à faire avec ce qu'il y a, et c'est une manière de penser. Un processus. Moi, je trouve ça assez intéressant justement ce que tu dis de se dire qu'en fait une improvisation quelque part c'est peut-être un collage d'énormément de souvenirs qu'on a à l'esprit, qui soient minimes même, mais est-ce qu'on arrive vraiment à improviser quelque chose de complètement nouveau? Je ne sais pas. C'est plus à mon avis des collages dans mon esprit. Pour vous donner un exemple finalement dans la représentation qu'on a faite tout à l'heure, on avait prévu entre guillemets les exercices qu'on allait présenter, mais on n'avait pas prévu la fin. On ne savait pas comment ça allait se terminer. Et en fait, pour ma part, j'ai vu 2 personnes qui se sont assises sur une chaise en train d'écouter comme si le cours allait commencer. Finalement, je me suis dit, ça c'est la fin parfaite. On s'assied, on s'installe. Et ça, c'était pas du tout prévu. Donc finalement, là, les chaises et les tables, elles nous ont aidé à trouver cette fin qui n'était pas planifiée du tout. C'est vrai que pour nous qui débutons, on a toujours cette tendance au début à vouloir se raccrocher. Voilà, là, on sait qu'il y aura ça dans la salle. Enfin,
a des possibilités de ce qu'on pourrait faire pour avoir un espèce de panel de situations. Mais au final, on était en train de faire ça dehors avant que ça commence et on a fait complètement autre chose. Enfin, pas complètement, mais c'est un peu le réflexe humain de vouloir se raccrocher au connu parce que c'est quelque chose qui est très nouveau pour nous, une attitude qu'on découvre. Mais quand ça prend, on s'en éloigne de tout ça pour mieux le recomposer en autre chose, en fait. Je pense que ce qu'on redéveloppe aussi, c'est peut-être un peu l'instinct. Enfin, comme tout à l'heure, tu parlais des oiseaux, du banc de poissons. Eux, instinctivement, les animaux, ils vont se suivre, ils vont arriver à rester en groupe. Et nous, on se rend compte que quand on fait le banc de poissons, en fait, on a quand même du mal à vraiment être très synchronisé ou rester vraiment vraiment ensemble. Et du coup, c'est peut-être un instinct qu'on a perdu, qu'on essaie de retrouver, qu'on apprend en fait, vraiment être à l'écoute de l'autre et instinctivement à suivre un mouvement. Je voulais aussi vous remercier parce que vraiment j'étais assez impressionnée par votre entrée, puis tout d'un coup ça a incarné vraiment ce que c'était. Merci beaucoup. Puis j'ai une petite question peut-être un peu naïve, mais justement par rapport à ces bons poissons, c'est un peu inspiré de la psychologie, mais on parle souvent d'entrer en résonance avec l'autre, quand on est en synchronie, surtout collective. Est-ce que ça, vous le sentez, que justement il y a une espèce entre vous, que ça se développe ou ça se développe pas, mais un peu comme les bons poissons, vous voulez, et parfois on parle aussi de flow, c'est-à-dire qu'on est dans la créativité. Est-ce qu'on soit en train d'improviser ou en train de résoudre un problème à l'EPFL qui nous tourmente, est-ce que ça, vous le sentez? Est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à faire un parallèle entre les deux? Je ne sais pas, que vous soyez en train d'essayer de résoudre un problème mathématique ou en train d'improviser ensemble. Je pense que c'est dans le moment où on est vraiment dans ce qu'on fait et en étant complètement coupé de ce qui est autour. Mais de ce côté-là un petit peu, parce qu'il y a des fois quand on se lance dans la résolution d'un problème en lisant des articles par exemple, et en fait on se rend complètement de ce qui se passe autour. Là c'est un peu le contraire dans l'improvisation puisqu'on essaye justement d'être à l'écoute de tout, mais finalement on s'était fait la réflexion à la fin de l'improvisation la dernière fois où en fait quand il a dit qu'on c'est fini, ça fait 4 minutes 30, on a un peu réémergé de notre petit monde qu'on s'était créé et c'était pareil qu'on était vraiment dans l'improvisation et en coupant un peu les idées qui étaient vraiment, on ne veut pas faire ça, ça ne tenait plus, ou des trucs comme ça, on n'était plus du tout là-dedans, on était dans un autre mode et c'est vrai que voilà. On avait un peu l'impression de se réveiller en quelque sorte. Ça derrière nous, ah oui, c'est vrai. Et on était dans une phase de cascade d'idées sans aucun filtre et on n'avait même pas conscience en fait de ce qui se produisait. Et puis c'est un peu ce qui arrive quand vraiment on travaille sur un sujet en étant complètement absorbé, complètement concentré, et puis qu'on se dit ah oui, et ça, et puis que ça part. Mais il faut arriver à l'atteindre cet état, c'est ça le travail en fait. Au niveau de la synchronie, moi personnellement j'ai un meilleur sentiment de synchronie dans ce travail de groupe que dans les travaux de groupe ou de projet où il y a souvent des désaccords. Là chacun lance vraiment son truc et il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça. C'est que tout le monde est ouvert à suivre aussi quand on est tous on l'a choisi. C'est plus facile à improviser ou à faire le processus scientifique normalisé. Parce que, à mon avis, la normalisation nous aide à être plus soulagés. L'improvisation, c'est un petit peu, on rit beaucoup, mais on fatigue beaucoup. C'est vrai ça? Je ne sais pas si vous l'avez fait déjà. Comment vous définissez la facilité? Le concept de facilité, il n'y a pas. C'est le contraire de difficile. Fatigant peut-être. Parce que c'est plus fatigant faire de l'improvisation ou faire une chose qui est normalisée. C'est rassurant surtout, c'est ce côté, on sait toutes les étapes qu'on va faire, on ne sait pas à quoi ça va nous mener ces étapes, mais on sait d'avance les étapes et on sait globalement à quoi on va arriver. C'est la normalisation. Un truc, c'est vraiment et ça devient systématique et en fait on réfléchit moins, alors que c'est cette idée, je pense, dans l'improvisation de rester à l'écoute de tout parce qu'on doit pouvoir répondre à toute situation, alors que la planification c'est très... Je ne sais pas si c'est moins fatigant parce que quand c'est planifié, il faut justement correspondre à ça, donc c'est un petit peu stressant d'un côté de se dire il faut à la fin que j'arrive à ça en fait. Oui. Tu vois, à chaque étape tu te dis ah oui, il faut quand même qu'à la fin j'arrive à avoir... ou même ou quand tu prévois toutes les étapes, si tu rates une étape tu vas prendre ça comme un échec, mais il y aura un truc raté. Il y a aussi un côté fatigant, je pense, à suivre des étapes qui sont définies d'avance. Donc je vais changer le concept énergie.
Vous épuisez plus d'énergie en réfléchissant ou en planifiant donc la normalisation. Donc l'énergie c'est la même, c'est moins, c'est plus, c'est ce que je voulais savoir. C'est pas le même genre d'énergie parce que typiquement quand on fait ces exercices d'improvisation, ça nous demande beaucoup d'utiliser notre corps. Du coup, c'est aussi une énergie physique qui va être demandée, alors que dans un processus de réflexion, peut-être qu'il va y avoir moins d'énergie physique, mais par contre, du coup, toute l'énergie qui n'est pas utilisée par le corps va partir dans le cerveau. Donc, en fait, c'est difficile de parler réellement en termes de quantité d'énergie parce qu'au final, c'est juste qu'elle n'est pas répartie de la même manière. Et ça peut être très stressant quand on fait des projets d'ingénieur. Moi, j'en fais beaucoup en ce moment et on a un cadre qui est très fixe. On nous dit on a cette deadline, il faut produire ça à ce moment-là, produire ça. Et nous, on est là, cool, on a un projet, on a des idées, on veut partir là-dessus. Non, il faut qu'on revienne à la deadline, il faut qu'on présente cette chose-là. Et du coup, ça peut être très fatigant de prendre énormément d'énergie, d'à chaque fois restreindre sa créativité pour repartir sur ce qu'on est obligé de produire mais qu'on n'a pas forcément envie de faire. Parce que des fois, on a envie d'explorer des nouvelles pistes. En fait, on ne peut pas parce qu'on est obligé de rendre quelque chose bientôt et ça peut être très fatigant de se limiter en fait et de produire des choses qu'on n'a pas envie de faire parce que nous, on a d'autres idées qui viennent et on doit se limiter au cadre qu'on nous donne. Puis par rapport à ça, quand on est dans l'improvisation, c'est une grosse dépense d'énergie au début pour être dedans, mais après, comme c'est quelque chose de plus naturel, de moins contraint, on subit moins, finalement, ça ne demande plus tant d'énergie que ça. Alors que quand c'est planifié, certes au début c'est rassurant, on se laisse porter, pas trop forcer, mais quand on arrive à cet état de frustration un peu où on se fait rattraper par le cadre qui nous bloque, là c'est une dépense d'énergie plus sur du long terme et contre nous-mêmes en fait. Donc c'est vraiment pas la même qualité d'énergie si je peux dire. Et puis quand on a quelque chose de planifié, au final c'est jamais vraiment planifié, il y a toujours un imprévu, quelque chose qui surgit et auquel il faut répondre. Donc en fait, il y a quand même peut-être plus d'énergie parce qu'il y a la planification qu'il faut suivre et au final, il y a aussi l'improvisation dans la planification, on va dire. Donc c'est deux éléments, deux énergies différentes.